Maman dort. Prends tout ce qu'il y a dans le frigo. J'ai entendu la voix de mon fils Michael quelque part dans mes rêves, mais je ne me suis pas réveillé. J'étais trop épuisé après 12 heures à m'occuper de Madame Johnson pendant le service de nuit. Je ne savais pas que pendant que je dormais profondément, ma belle-fille Chloé remplissait 4 énormes sacs avec toute la nourriture de mon réfrigérateur. Les belles pièces de viande que j'avais achetées avec tant d'efforts. Les fromages importés que ma voisine Sarah m'avait donnés. Les vins chers que je gardais pour les fêtes. Tout. Absolument tout. Et le pire, c'est que mon propre fils l'aidait. Quand je me suis réveillé à 16 heures, le soleil entrait violemment par la fenêtre de ma chambre. Mon corps était en miettes. Chaque os me faisait mal. À 69 ans, ces services de nuit me tuent. Mais ma pension de sécurité sociale ne couvre pas tout, et j'ai besoin de cet argent supplémentaire. Je me suis redressé lentement, sentant mon dos raide et ma bouche sèche. La maison était étrangement silencieuse, du genre de silence qui vous donne la chair de poule sans savoir pourquoi. J'ai mis mes pantoufles et j'ai descendu le couloir. La porte de la chambre de Michael et Chloé était ouverte, le lit défait, leurs affaires éparpillées partout comme d'habitude. Je suis allé à la cuisine, pensant me faire un thé et manger quelque chose avant ma douche. J'avais terriblement faim, du genre qui fait trembler les mains. J'ai ouvert le réfrigérateur et le monde s'est arrêté. Vide. Complètement vide. Il ne manquait pas seulement quelque chose. Ils n'avaient pas mangé les restes. C'était vide comme s'ils avaient déménagé. Et personne ne m'avait prévenu. Les étagères brillaient de propreté, sans une seule tache. Pas un yaourt, pas un œuf, pas une bouteille d'eau, rien. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai dû me tenir au cadre de la porte. J'ai cru que je perdais la tête, que peut-être l'épuisement me jouait des tours. J'ai ouvert le congélateur, vide aussi. Les 2,5 kg de bœuf que j'avais acheté il y a 3 jours, le poulet entier, les côtes de porc que je gardais pour le ragoût du dimanche, tout avait disparu. J'ai fermé la porte et je l'ai rouverte, comme si le fait de la fermer allait faire réapparaître la nourriture. Mais non, toujours vide. J'ai ouvert le garde-manger. Les boîtes de thon, les haricots, le riz, l'huile d'olive qui m'avait coûté 20 $, les biscuits, le café. Tout avait disparu. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai couru vers l'autre placard où je gardais les vins. Les 6 bouteilles que je collectionnais depuis des années. Certaines offertes lors d'anniversaires passés. D'autres que j'avais achetées lors de soldes spéciales. Vide. Seule la poussière marquait l'endroit où elle se trouvait. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert le tiroir à fromage et à charcuterie. Rien. Le fromage Manego et le gouda que Sarah m'avait rapporté de son voyage, le prosciutto que j'avais acheté pour les occasions spéciales, tout était parti. Je me suis affalé sur une chaise de cuisine, essayant de comprendre ce que je voyais. Un cambriolage. Mais la porte était verrouillée quand je me suis réveillé. Les fenêtres aussi. Pas de signe d'effraction. De plus, ils n'avaient pas pris la télévision, ni mon vieil ordinateur, ni les quelques bijoux que j'ai dans ma chambre. Juste la nourriture. Toute la nourriture. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et le bruit de pas traînant. C'était Michael. Il est entré dans la cuisine, la tête baissée, sans me regarder dans les yeux. Il avait 32 ans, mais à ce moment-là, il ressemblait à un gamin de 10 ans qui venait de casser quelque chose et ne savait pas comment me le dire. « Maman » a-t-il dit d'une voix faible. « Je dois te parler. » Je me suis levé de la chaise, sentant la rage monter dans ma gorge. « Où est la nourriture, Michael ? Où est toute la nourriture du réfrigérateur ?» Il est resté silencieux, fixant le sol. Ses mains tremblaient légèrement et ses oreilles étaient rouges, comme quand il était petit et qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de très mal. « C'est Chloé » a-t-il finalement marmonné. « Elle l'a prise. »« Qu'est-ce que tu veux dire, elle l'a prise ?»« Où ? Pourquoi ?» Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais, presque un cri. Michael a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Chez ses parents. Elle a dit qu'ils n'ont pas d'argent pour les courses cette semaine et que tu en as beaucoup. Que tu ne remarquerais pas un petit peu en moins. Un petit peu ? Ai-je interrompu, sentant les larmes commencer à me piquer les yeux. Michael, le réfrigérateur est vide. Complètement vide. Ils n'ont même pas laissé un œuf.
Je suis désolé, maman. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a dit que tu n'en avais pas besoin d'autant. Que tu vis seul, et que sa famille est plus grande. Je ne vis pas seul. Vous deux, vous vivez ici, dans ma maison. Les larmes coulaient déjà sur mes joues. Et toi, tu l'as aidé. Le silence était toute la réponse dont j'avais besoin. Mon fils unique, avait aidé sa femme à vider mon réfrigérateur pendant que je dormais, épuisé après avoir travaillé toute la nuit. Pendant que je me tuais à la tâche pour payer les factures de cette maison où il vivait gratuitement. Elle a rempli 4 sacs, a dit Michael d'une voix brisée. 4 grands sacs. Elle a pris les viandes, les fromages, les vins, tout ce qu'elle a trouvé. Je lui ai dit que c'était trop, mais elle. Je ne pouvais plus écouter. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine, me sentant comme si j'étouffais. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, essayant de respirer. Je me suis enfermé dans ma chambre sans un autre mot. Je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas être dans la même pièce que lui sans avoir l'impression que tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi je m'étais sacrifié, s'effondrait sur moi comme un château de cartes. Je me suis assise sur le bord du lit et les larmes sont venues de manière incontrôlable, silencieusement, brûlant mes joues. Je ne pleurais pas pour la nourriture. Je pleurais parce que mon fils avait choisi cette femme plutôt que moi, parce qu'il l'avait laissé me voler pendant que je dormais après m'être tué au travail. Michael a frappé doucement à la porte. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » ai-je répondu, ma voix rauque. « Va-t'en. » J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, puis la porte de sa chambre s'est fermée. Je suis resté là, assise, à fixer le mur, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Il y a 2 ans, quand Michael m'a dit qu'il épousait Chloé, j'étais heureuse. Je pensais que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un pour le rendre heureux, quelqu'un avec qui fonder une famille. Elle était polie au dîner de famille, souriait beaucoup, m'appelait « maman » de cette voix douce. Mais quand ils sont venus demander s'ils pouvaient rester chez moi pendant qu'ils économisaient pour leur propre appartement, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petites choses. Chloé utilisait mon shampoing cher sans demander. Elle mettait mon parfum. Elle empruntait mon lisseur et ne le rendait jamais. Je n'ai rien dit parce que je pensais que c'était stupide, sans importance. Puis elle a commencé à utiliser mes crèmes de nuit, celles qui me coûtent $50 et me durent des mois parce que je les utilise avec parcimonie. Elle les finissait en quelques semaines. Quand j'en ai parlé, elle m'a regardé comme si j'étais radine. « Oh, maman, ne sois pas comme ça. C'est juste de la crème. »« Tu en as tellement », m'a-t-elle dit avec ce sourire qui commençait à paraître faux. « Tellement. J'en avais tellement. » Travaillant de nuit à 69 ans. Mes genoux me faisant mal chaque fois que je montais les escaliers. Dormant à peine 5 heures quand j'avais de la chance. Tout ça pour avoir, tellement, pour qu'elle puisse venir dans ma maison, vivre gratuitement, manger ma nourriture, et maintenant prendre même ce que j'avais acheté avec ma propre sueur. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait emprunté mes boucles d'oreilles en perles, celles que ma mère m'avait données avant de mourir. Je les ai trouvées dans sa chambre, jetées sur sa commode au milieu d'un tas de maquillage bon marché. Quand je lui ai demandé, elle a haussé les épaules. « Je les ai vues dans ta chambre et j'ai pensé les emprunter. J'allais te les rendre. Chloé, ces boucles d'oreilles ont une énorme valeur sentimentale pour moi. Si tu voulais les porter, tu aurais dû me le demander d'abord. » Elle a levé les yeux au ciel. « Oh, d'accord. Je ne les porterai plus. Mon Dieu, tu es si sensible. » Michael ne m'a jamais défendu. Quand j'essayais de lui parler du comportement de sa femme, il me disait que j'exagérais, que Chloé était jeune et apprenait encore, que je devais être plus compréhensive. Compréhensive. Je devais être compréhensive pendant qu'elle me manquait de respect dans ma propre maison. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas emprunter de la crème ou des boucles d'oreilles. C'était entrer dans ma cuisine pendant que je dormais et prendre toute ma nourriture. 4 sacs pleins. Les viandes que j'avais achetées en pensant faire des ragoûts pour toute la semaine. Les fromages que je gardais pour quand mes amis venaient prendre le thé. Les vins que je collectionnais. Elle avait tout emporté chez ses parents comme si j'étais un supermarché où elle pouvait se servir sans payer. Je me suis levé du lit et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et gonflés, mes cheveux en désordre, mon visage marqué par l'épuisement. J'avais l'air vieille. Je me sentais vieille.
Vieille et stupide d'avoir laissé les choses aller si loin. D'être restée silencieuse tant de fois, d'avoir avalé tant de petites humiliations, pensant que je maintenais la paix dans ma famille. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti mon grand livre. J'ai feuilleté les pages jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Les 3 derniers mois de dépenses. 500 $ en courses chaque mois, 150 $ en service public, 80 $ en essence, 70 $ pour Internet que Claude utilisait toute la journée pour faire défiler les réseaux sociaux. Tout sortait de ma poche pendant qu'il ne payait pas un centime de loyer, ni ne contribuait aux dépenses du ménage. Nous économisons pour notre appartement, me disait Michael chaque fois que j'abordais la question de l'argent. Mais ils vivaient avec moi depuis 2 ans, et il n'y avait aucun signe qu'ils allaient partir de sitôt. Chaque fois que je mentionnais des délais ou des dates, ils changeaient de sujet ou me disaient qu'ils n'avaient pas encore assez économisé. Bien sûr qu'ils n'avaient pas d'argent de côté. Claude achetait de nouveaux vêtements chaque semaine. Michael venait de changer de téléphone pour un modèle qui coûtait 1000 $. Il sortait dîner 2 fois par semaine. Mais contribuer à la maison où il vivait gratuitement, ça, il ne pouvait pas le faire. J'ai entendu du bruit dans la cuisine. J'ai essuyé mes larmes et j'ai quitté ma chambre avec précaution. Depuis le couloir, je pouvais voir Michael assis à la table, la tête entre les mains. Pas de signe de Chloé. Elle était probablement encore chez ses parents, profitant de la nourriture qu'elle avait volée de mon réfrigérateur, leur racontant une histoire sur le fait que j'avais trop de choses et qu'ils n'avaient rien. Je suis entré dans la cuisine, et Michael a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, aussi. Bien. Qu'il pleure. Qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais. Où est ta femme, ai-je demandé d'une voix froide. Toujours chez ses parents. Elle a dit qu'elle reviendrait plus tard pour prendre la charcuterie et les desserts. Je me suis figé. Que as-tu dit? Michael a dégluti difficilement. Les desserts que tu avais dans le garde-manger, la sauce au caramel et les biscuits sandwich. Elle dit qu'elle les a oubliés et qu'elle revient les chercher. Quelque chose en moi s'est définitivement brisé à ce moment-là. Elle revient pour les desserts, ai-je répété lentement, comme si j'essayais de comprendre une langue étrangère. Ta femme a vidé mon réfrigérateur, a emporté toute ma nourriture chez ses parents, et maintenant elle revient pour les desserts qu'elle a oubliés. Michael n'a rien dit. Son regard était fixé sur la table, ses mains serrées devant lui. J'ai vu sa mâchoire se crisper, comment il a essayé de trouver des mots pour défendre l'indéfendable. Maman, je sais que c'est mal. Crois-moi, je le sais. Mais ses parents traversent vraiment une période difficile. Et moi, non. Ma voix est sortie comme un fouet. Tu penses que je ne traverse pas une période difficile, Michael? Je travaille 12 heures de nuit à 69 ans. Mes genoux me font mal, mon dos me fait mal. Je peux à peine dormir. Et je le fais pour que cette maison continue de tourner. Pour qu'il y ait de l'électricité, de l'eau, de la nourriture. Pour que vous deux ayez un toit sur la tête sans payer un centime. Je sais, maman. Je sais. Et je t'en remercie tous les jours. Tu me remercies? J'ai ri, mais c'était un rire amer et sans humour. Tu me remercies en laissant ta femme me voler pendant que je dors. Michael s'est levé brusquement de la chaise. Ce n'est pas voler. Elle a juste. Juste quoi? Les yeux confrontés, le regardant droit dans les yeux. Juste emprunter la nourriture sans demander? Juste pris 4 sacs pleins de nourriture que j'ai payé avec mon argent, avec mon travail, sans me demander? Comment appelles-tu ça? Il est resté silencieux. Les mots se sont coincés dans sa gorge parce qu'il savait que j'avais raison. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de justifier ce que Chloé avait fait, mais il ne pouvait toujours pas l'admettre à haute voix parce que cela signifierait trahir sa femme. Tes grands-parents viennent demain, ai-je dit soudainement, me souvenant de l'appel de mon père il y a une semaine. Ton grand-père Arthur et ta grand-mère Eleanor. Ils viennent de leur ville pour passer le week-end avec moi. J'allais leur préparer un repas spécial avec ces viandes que ta femme a prises. J'allais ouvrir une de ces bouteilles de vin que je gardais pour les grandes occasions. J'ai vu Michael pâlir. Mes parents l'adoraient, mais c'étaient aussi des gens aux principes très fermes. Mon père, Arthur, a 92 ans, mais c'est toujours un homme de caractère, du genre qui ne tolère ni le manque de respect ni l'injustice. Il avait été dans l'armée dans sa jeunesse et marchait toujours avec cette posture droite, ce regard qui vous transperçait quand il savait que vous aviez fait quelque chose de mal. Je peux leur expliquer, a marmonné Michael.
Ils comprendront que leur petit-fils a permis à sa belle-fille de voler sa propre mère? Oui, je suis sûr qu'ils comprendront parfaitement. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'au garde-manger. Là, il y avait les derniers restes de nourriture que Chloé n'avait pas réussi à prendre. Une boîte de pêche en conserve, un paquet de biscuits au beurre à moitié fini, une boîte de thé. J'ai pris les biscuits et je les ai mis sur la table. C'est ce que ta femme m'a laissé. C'est ce que j'ai à offrir à mes parents quand ils arriveront demain. Michael s'est approché et a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retiré. Maman, s'il te plaît, laisse-moi arranger ça. J'irai chez les parents de Chloé et je rapporterai tout. J'achèterai plus de nourriture. Quoi qu'il en coûte. Juste. Ne dis rien à papy et mamie. Je l'ai regardé, mon fils. Mon fils unique. Le garçon que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés quand il avait 5 ans. Le garçon pour qui j'avais travaillé 2 emplois pendant des années pour qu'il puisse aller dans une bonne école, avoir des vêtements décents, pour qu'il ne manque de rien. Et là, il me demandait de mentir, de couvrir, de continuer à ravaler des humiliations pour garder la paix. Non, ai-je simplement dit. Non, quoi? Je ne vais pas mentir à tes grands-parents. Je ne vais pas cacher ce qui s'est passé. Et non, tu n'iras pas récupérer la nourriture parce que ça ne change rien. Le mal est déjà fait. Michael a passé les mains dans ses cheveux, frustré. Alors, que veux-tu que je fasse? Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Je veux que ta femme rende tout ce qu'elle a pris et s'excuse auprès de moi. Je veux que vous commenciez tous les deux à payer un loyer et à contribuer aux dépenses de cette maison. Et je veux, si vous n'êtes pas disposé à le faire, que vous trouviez un autre endroit où vivre. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse y réfléchir pleinement. Mais dès que je les ai prononcés, j'ai su que c'était exactement ce que je voulais. Ce que j'aurais dû exiger depuis longtemps. Michael m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu nous mets dehors? Non. Je pose des limites. Quelque chose que j'aurais dû faire le jour où vous êtes arrivés. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un taxi. Chloé en est sortie avec 2 autres sacs à la main et un sourire sur le visage. Elle fredonnait une chanson, complètement insouciante, comme si elle n'avait rien fait de mal. Comme si entrer dans ma maison et prendre tout ce qu'elle voulait était la chose la plus normale du monde. Voici ta femme, ai-je dit d'une voix plate. Pour les desserts qu'elle a oubliés. Michael a couru à la porte. Je l'ai suivi depuis la cuisine, restant dans le couloir où je pouvais voir sans être vu. Je voulais entendre ce qu'il allait dire, comment il allait gérer ça. Si pour une fois dans sa vie, il allait me mettre avant elle. Chloé est entrée avec les sacs vides et une expression joyeuse. Chérie, je suis de retour. Mes parents sont si contents de toute la nourriture. Ma mère dit que tu es un saint d'avoir pensé à eux. Elle s'est arrêtée en voyant le visage de Michael. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette tête? Chloé, nous devons parler. Parler de quoi? Oh, ta mère est déjà réveillée? Eh bien, peu importe. Je lui expliquerai. C'était pour mes parents et c'est tout. Elle a sa pension. Elle peut en acheter d'autres. Elle s'est dirigée vers la cuisine, mais Michael l'a arrêtée en lui attrapant le bras. Ma mère est furieuse et elle a tout à fait le droit de l'être. Chloé a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas si grave. C'était juste de la nourriture. Ta mère réagit toujours de manière excessive. J'ai senti la rage monter à nouveau dans ma gorge. Je réagis de manière excessive. C'était juste de la nourriture. Je suis sorti du couloir et je me suis planté devant elle. 4 sacs, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. 4 sacs, ce n'est pas juste de la nourriture, Chloé. C'est tout ce que j'avais dans mon réfrigérateur. Tout ce que j'ai acheté avec mon argent, en travaillant de nuit, ce qui détruit mon corps. Chloé m'a regardé avec cette expression qu'elle avait perfectionnée. Ce mélange de fausse innocence et de mépris à peine déguisé. Oh, maman, ne sois pas comme ça. Mes parents avaient vraiment besoin de la nourriture, et tu as toujours un frigo plein. Je ne pensais pas que ça te dérangerait de partager un peu. Tu n'as pas demandé ma permission. Tu ne m'as pas demandé si tu pouvais la prendre. Tu es entré dans ma cuisine pendant que je dormais après avoir travaillé toute la nuit, et tu as tout pris. Dans quel monde est-ce que c'est acceptable?
Elle a haussé les épaules comme si je faisais une scène pour rien. Eh bien, c'est fait maintenant. On ne peut pas la rendre parce que mes parents ont déjà commencé à cuisiner avec une partie. Je te promets que je te demanderai d'abord la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, ai-je dit fermement. Chloé a ri. Elle a vraiment ri, comme si j'avais raconté une blague. Oh, maman, ne sois pas si dramatique. C'est à ce moment précis que j'ai entendu une autre voiture s'arrêter devant la maison. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et mon cœur a bondi. C'était la voiture de mon père, une vieille Chevy, mais impeccable, qu'il entretenait comme un trésor. Mais il n'était pas censé arriver avant demain. Que faisait-il ici aujourd'hui? J'ai vu mon père sortir du côté conducteur avec cette élégance militaire qu'il n'a jamais perdue, malgré ses 92 ans. Ma mère, Eleanor, est sortie de l'autre côté, arrangeant ses cheveux blancs d'une main tout en tenant son sac à main de l'autre. Tes grands-parents sont là, ai-je dit à Michael, sentant tout mon corps se tendre. Chloé a regardé par la fenêtre, et son expression suffisante s'est un peu estompée, mais elle s'est vite reprise. Parfait. Je vais leur dire un bonjour rapide et ensuite je retournerai chez mes parents. Je dois leur apporter les desserts. Je les regardais, incrédule. Après tout ce qui s'était passé, après avoir vidé mon frigo, elle pensait toujours qu'elle allait entrer dans mon garde-manger et prendre d'autres choses. L'audace était si grande qu'elle m'a presque laissé sans voix. Tu ne prendras rien d'autre de cette maison, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Oh, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que mes parents. La porte s'est ouverte avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Mon père est entré le premier avec cette posture droite et ses yeux bleus perçants qui pouvaient encore faire sentir n'importe qui petit quand il avait fait quelque chose de mal. Ma mère est entrée derrière lui avec son doux sourire et les mains pleines de sacs. Irene, ma chérie. Ma mère est venue me serrer dans ses bras. On a décidé de venir un jour plus tôt pour passer plus de temps avec toi. On a apporté des choses de la ville. Ces fromages que tu aimes et le pain que fait Madame Miller. Mon père m'a embrassé sur le front, puis a regardé Michael et Chloé. Son expression s'est légèrement durcie. Il avait toujours eu un instinct particulier pour sentir quand quelque chose n'allait pas, Michael, a-t-il dit d'une voix grave. Chloé. Papy. Mamie. Michael est allé les saluer, mais je pouvais voir que ses mains tremblaient. Quelle surprise de vous voir aujourd'hui. Mon père n'a pas répondu. Ses yeux se sont déplacés de Michael à Chloé, puis à moi. Il me connaissait trop bien. Il pouvait voir sur mon visage que quelque chose s'était passé. Les signes étaient tous là. Mes yeux gonflés de larmes. Ma posture tendue. L'atmosphère lourde qui remplissait la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé directement. Pas de détour. Rien, papa, ai-je essayé de dire, mais ma voix m'a trahi. Elle s'est brisée sur le dernier mot. Irene, ne me mens pas. Je te connais depuis 69 ans. Je sais quand quelque chose t'a blessé. Il s'est rapproché de moi et a posé sa grande main rugueuse sur mon épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes sont revenues à mes yeux de manière incontrôlable. Ma mère a laissé tomber ses sacs sur le sol et s'est approchée aussi, me prenant la main. Ma chérie, dis-nous, a-t-elle dit de cette voix douce qui m'avait toujours réconforté depuis que j'étais enfant. J'ai regardé Michael. Il secouait légèrement la tête, me suppliant du regard de ne rien dire. Chloé s'était figée près de la porte, le sac vide toujours à la main, le sourire complètement effacé de son visage. Pendant que je dormais après mon service de nuit, ai-je commencé, et ma voix semblait plus forte que je ne l'attendais, Chloé a vidé mon réfrigérateur. Elle a emporté toute la nourriture chez ses parents. 4 sacs pleins. Les viandes, les fromages, les vins, tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père est resté complètement immobile, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper, comment ses jointures sont devenues blanches alors qu'il serrait les poings. Ma mère a serré ma main plus fort, ses yeux grands ouverts. Elle a fait quoi? A demandé mon père d'une voix si basse qu'elle était plus effrayante que s'il avait crié. Papy, laisse-moi t'expliquer, a commencé Michael. Mais mon père a levé la main pour le faire taire. Je ne te demande pas. Je demande à ta mère. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Ta belle-fille est entrée dans ta cuisine pendant que tu dormais et a volé ta nourriture? Je n'ai rien volé. A parlé Chloé pour la première fois, sa voix défensive. J'ai juste pris quelque chose pour aider mes parents. Ils traversent une période difficile.
Mon père s'est tourné vers elle si vite que Chloé a instinctivement reculé d'un pas. Il ne l'a pas touchée. Il n'a même pas élevé la voix. Mais il y avait quelque chose dans sa présence, dans la façon dont il la regardait, qui l'a fait se sentir petite. Vous êtes entré dans cette maison, la maison de votre belle-mère, la maison où vous vivez gratuitement, et vous avez pris sa nourriture sans permission? A-t-il demandé avec un calme terrifiant. Oui ou non? Chloé a regardé Michael pour de l'aide, mais il avait baissé la tête, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Oui, mais. Il n'y a pas de mais. Mon père est allé à la cuisine. Nous l'avons tous suivi. Il a ouvert le réfrigérateur et a regardé l'intérieur vide pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il a ouvert le congélateur. Le garde-manger, les placards. Tous vides. Il s'est tourné vers Chloé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Pas depuis cette fois où j'avais 15 ans et que des garçons m'avaient embêté dans la rue. Ma fille, a-t-il dit, sa voix tremblant d'une rage contenue, travaille de nuit à 69 ans. Elle se réveille avec des douleurs aux genoux, au dos. Elle dort à peine. Et elle le fait pour entretenir cette maison. Pour qu'il y ait de la nourriture sur cette table. Pour que son fils et sa belle-fille aient un toit sur la tête. Et vous la remerciez comme ça? Monsieur Arthur, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication. Je veux que vous me disiez où se trouve la nourriture que vous avez volée. Je ne l'ai pas volée. J'en avais besoin pour. Où est la nourriture? Cette fois, il a crié, et le son a résonné dans la maison. Chloé a tressailli. Elle n'avait jamais vu mon père comme ça avec elle. Il avait toujours été poli, respectueux, même affectueux quand elle a rejoint la famille. Mais maintenant, il la regardait comme si elle était une parfaite étrangère qui était entrée dans sa maison pour faire du mal à sa fille. Chez mes parents, a-t-elle chuchoté. Michael, mon père s'est tourné vers mon fils. Prends les clés de ma voiture. Tu vas aller tout de suite chez les parents de ta femme, et tu vas rapporter jusqu'au dernier grain de riz qu'ils ont pris d'ici. M'as-tu compris? Papy, une partie. Mes parents l'ont déjà cuisiné, a tenté d'expliquer Chloé. Alors ils peuvent te donner l'argent pour la remplacer. Je me fiche de comment, mais ma fille va récupérer sa nourriture. Mon père a sorti son portefeuille et a tendu plusieurs billets à Michael. Et si ce qu'il rend n'est pas suffisant, utilise ça pour acheter tout ce qui manque. Viande, fromage, vin, tout ce que ta mère avait. Michael a pris l'argent avec des mains tremblantes. Oui, papy. Et des excuses? A demandé ma mère, sa voix douce mais ferme, en regardant directement Chloé. Ne penses-tu pas que tu dois des excuses à Irene? Chloé a ouvert la bouche. Mais ce qui en est sorti n'était pas des excuses. C'est ridicule. C'était juste de la nourriture. Je peux en acheter d'autres et c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tous un tel drame. Le silence qui a suivi était pire que n'importe quel cri. Mon père a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration, comme s'il faisait un effort surhumain pour ne pas perdre complètement le contrôle. Quand il les a rouverts, il a regardé Michael. Ta femme vient de démontrer qu'elle n'a pas une once de honte ou de respect. Tu vas chercher cette nourriture maintenant, et quand tu reviendras, tu vas faire tes valises et les siennes, et vous allez quitter cette maison. Quoi? Michael est devenu pâle. Papy, tu ne peux pas, ce n'est pas ma maison. C'est la maison de ta mère. Mais je peux t'assurer que si c'était ma décision, tu serais déjà à la rue. Mon père s'est approché de Michael jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Ta mère t'a tout donné. Elle s'est sacrifiée pour toi toute ta vie, et tu permets à cette femme de la traiter comme ça. Quel genre d'homme es-tu devenu? J'ai vu les larmes commencer à couler sur les joues de mon fils. Michael a essuyé ses larmes avec le dos de sa main, mais elles continuaient de tomber. Je l'ai vu debout là, entre son grand-père et sa femme. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai reconnu le garçon qu'il avait été. Le garçon qui pleurait quand il blessait quelqu'un par accident. Qui disait qu'il était désolé quand il cassait quelque chose. Qui me serrait fort dans ses bras quand je rentrais fatigué du travail. Où était passé ce garçon? Je suis désolé, maman, a-t-il dit d'une voix brisée. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Chloé lui a attrapé brusquement le bras. Maintenant, tu vas tout me mettre sur le dos? C'est toi qui m'as dit que ta mère ne remarquerait rien,
qu'elle en avait beaucoup et que ça ne la dérangerait pas de partager. Les mots sont tombés comme des bombes dans la pièce. Nous nous sommes tous figés. Michael est devenu blanc, plus pâle qu'il ne l'était déjà. Ma mère a halté. Mon père a fermé les yeux, secouant la tête, et j'ai eu l'impression qu'un couteau avait été planté dans ma poitrine. Tu lui as dit ça, ai-je demandé à mon fils, sentant ma voix se briser. Tu lui as dit que je ne remarquerais rien, que j'en avais beaucoup? Michael a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son visage était l'image parfaite de la culpabilité et de l'horreur, réalisant que Chloé venait de le trahir complètement. Michael, je t'ai posé une question. Ma voix semblait étrange, même pour moi, comme si elle venait de loin. As-tu dit à ta femme de prendre ma nourriture? Ce n'était pas exactement comme ça. Je lui ai juste. Elle m'a dit que ses parents n'avaient rien à manger. Et je réponds à la question, a interrompu mon père, sa voix comme de la glace. Lui as-tu donné la permission de vider le réfrigérateur de ta mère? Michael s'est couvert le visage avec les mains. Je pensais qu'elle allait juste prendre quelque chose. Je ne savais pas qu'elle allait tout prendre. Je le jure, maman, je ne le savais pas, mais tu lui as dit de le faire pendant que je dormais, ai-je dit. Et chaque mot me faisait mal en sortant. Tu lui as dit que j'en avais beaucoup, que ça ne me dérangerait pas, j'essayais d'aider sa famille. Il traverse vraiment une mauvaise passe. Et moi, ai-je crié pour la première fois, laissant sortir toute la rage et la douleur accumulée. Je ne compte pas? Mes sacrifices ne comptent pas? Je travaille de nuit à mon âge. Tout mon corps me fait mal. Je peux à peine dormir. Et je le fais pour vous. Pour toi aussi, pour que tu aies un toit. Pour que tu ne manques de rien. Les larmes coulaient sur mon visage. Ma mère s'est approchée et m'a serré dans ses bras et je me suis effondré dans ses bras comme une petite fille. Ça va, ma chérie? Ça va, a-t-elle chuchoté en me caressant les cheveux. Ça va. Mais je ne pouvais pas aller bien. Toute la douleur des 2 dernières années sortait d'un coup. Toutes les fois où j'étais restée silencieuse, avait ravalé des humiliations, avait permis le manque de respect, pensant que j'étais une bonne belle-mère, une bonne mère. Tout sortait maintenant en sanglots que je ne pouvais pas contrôler. Mon père s'est approché de Michael. Il ne l'a pas touché. Il s'est juste tenu devant lui avec cette présence imposante qu'il avait encore à 92 ans. Ta mère s'est retrouvée seule quand tu avais 5 ans, a-t-il dit d'une voix grave. Ton père est parti et n'est jamais revenu. Et elle, au lieu d'abandonner, au lieu de te laisser avec tes grands-parents pendant qu'elle cherchait une vie plus facile, elle est restée avec toi. Elle a travaillé 2 emplois pendant des années. Je l'ai vue rentrer à la maison si fatiguée qu'elle pouvait à peine marcher. Mais elle avait toujours un sourire pour toi. Toujours. Michael pleurait ouvertement maintenant. Mais mon père n'avait pas fini. Elle a payé ton école, tes vêtements, tes sorties avec tes amis. Quand tu es tombé malade, elle a veillé toute la nuit pour s'occuper de toi. Quand tu avais des problèmes, elle les résolvait. Et quand tu as grandi et que tu as amené cette femme dans sa maison, elle vous a accueillis tous les deux à bras ouverts. Elle vous a donné un toit sans rien demander en retour. Et c'est comme ça que tu la remercies. Papy, je sais. Tu as assez parlé. Maintenant, c'est à mon tour. Mon père s'est encore rapproché. Tu vas faire exactement ce que je t'ai dit. Tu vas aller chez les parents de ta femme et récupérer tout ce qu'ils ont pris. Tu vas t'excuser auprès de ta mère et ensuite tu vas décider si tu veux être l'homme que ta mère mérite ou si tu veux continuer à être le lâche qui laisse sa propre mère se faire maltraiter. Chloé, qui était restée silencieuse après sa bévue, a retrouvé sa voix. Monsieur Arthur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous exagérez. C'était juste de la nourriture. Je n'ai tué personne. Mon père s'est tourné vers elle avec un regard qui aurait gelé le soleil. Taisez-vous. Vous avez fait assez de dégâts. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Ce n'est pas votre maison. Vous avez raison. C'est la maison de ma fille. Et si elle me le permet, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il s'est tourné vers moi. Irene, veux-tu que cette femme continue à vivre dans ta maison? Je me suis détaché de l'étreinte de ma mère et j'ai regardé Chloé. Je l'ai vraiment vue pour la première fois depuis longtemps. J'ai vu l'arrogance dans sa posture, le mépris à peine caché dans ses yeux, l'absence totale de remords dans son expression. Et j'ai su la réponse.
Non, ai-je dit, ma voix ferme malgré les larmes. Je ne le veux pas, parfait. Mon père a regardé Michael. Tu as deux choix. Tu pars avec elle ou tu restes et tu prouves qu'il te reste un peu de dignité. Mais elle part maintenant. Vous ne pouvez pas juste me mettre dehors, a élevé la voix Chloé. J'ai des droits. Je vis ici. Vous n'avez aucun droit, a répondu mon père. Cette maison est au nom d'Irene. Vous vivez ici grâce à sa générosité. Une générosité que vous venez de détruire. Alors prenez vos sacs vides et sortez de cette maison avant que j'appelle la police. La police? Pourquoi? Pour vol. Vous êtes entré dans cette maison et avez pris des biens qui n'étaient pas les vôtres sans permission. C'est du vol. J'ai peut-être 92 ans, mais je sais encore lire la loi. Chloé a regardé Michael avec désespoir. Tu vas le laisser me parler comme ça? Tu vas juste le laisser me mettre dehors? Michael était paralysé, regardant du sol à sa femme, à moi, à son grand-père. J'ai vu la bataille interne sur son visage. La partie de lui qui savait que tout était de sa faute, qu'il avait permis et participé à l'humiliation de sa propre mère, et la partie de lui qui ne voulait pas perdre sa femme, qui ne voulait pas admettre qu'il avait mal choisi. Michael, ai-je dit doucement. J'ai besoin que tu prennes une décision, et j'ai besoin que tu la prennes maintenant. Il m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais Chloé est ma femme. Je ne peux pas juste. Alors va avec elle, ai-je dit, et les mots m'ont fait plus mal que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si tu choisis de rester avec quelqu'un qui m'a manqué de respect de cette façon, si tu choisis de la défendre après ce qu'elle a fait, alors tu ne peux pas rester ici. Tu me mets dehors? Je te donne le choix. Reste et sois le fils que j'ai élevé, l'homme bon que j'ai toujours pensé que tu étais, ou pars avec elle et accepte les conséquences de ta décision. Michael a regardé Chloé. Elle le regardait avec ses grands yeux, avec cette expression de victime perfectionnée. Et j'ai vu le moment exact où il a pris sa décision. Je suis désolé, maman, a-t-il chuchoté. Mais c'est ma femme. Je ne peux pas la laisser. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était brisé pour de bon. Ma mère a serré ma main. Mon père a secoué la tête, son expression d'une profonde déception. Alors, faites vos valises, ai-je dit d'une voix monocorde. Vous deux. Et sortez de ma maison. Chloé a ouvert la bouche pour protester, mais mon père a fait un pas vers elle, et elle s'est immédiatement tue. Michael, les épaules affaissées et le visage strié de larmes, s'est dirigé vers leur chambre. Chloé l'a suivi, mais pas avant de me lancer un regard de haine pure. Je me suis assise sur le canapé, me sentant complètement vide. Ma mère s'est assise à côté de moi, passant son bras autour de mes épaules. Mon père est resté debout, surveillant le couloir comme une sentinelle, s'assurant qu'ils faisaient vraiment leurs valises. Tu as bien fait, ma chérie, a dit doucement ma mère. Ça ne me semble pas juste, ai-je répondu d'une voix brisée. J'ai l'impression que je viens de perdre mon fils. Tu ne l'as pas perdu. Il s'est perdu lui-même. Mais peut-être que cela l'aidera à se retrouver. Nous avons entendu du bruit dans la chambre. Des tiroirs qui s'ouvrent, des choses jetées dans des valises. Les minutes passaient comme des heures. J'ai entendu chaque son venant de la chambre de Michael, le froissement des vêtements pliés à la hâte, le bruit des fermetures éclairs des valises, les voix tendues et chuchotées entre lui et Chloé. Ma mère ne m'a pas lâché, et je me suis accroché à sa main comme si c'était la seule chose qui me tenait debout. Mon père continuait sa surveillance depuis son poste près du couloir, les bras croisés, la mâchoire serrée. Depuis combien de temps vit-il ici, a demandé ma mère à voix basse. 2 ans, ai-je répondu. 2 ans entiers et ils n'ont jamais payé de loyer, jamais contribué à quoi que ce soit. J'ai secoué la tête. Au début, ils disaient qu'ils économisaient pour leur appartement. Puis il y a toujours eu une excuse. Michael devait remplacer sa voiture. Chloé devait acheter des vêtements pour le travail. Leur téléphone s'est cassé. Toujours quelque chose. Ma mère a soupiré profondément. Tu leur as trop donné, Irene. Tu leur as tellement donné qu'ils ont oublié la valeur des choses. Elle avait raison. Je le savais. J'avais été si permissive, si compréhensive, si prête à aider que j'avais fini par élever un fils adulte qui pensait avoir droit à tout, qui pensait pouvoir prendre tout ce qu'il voulait de ma maison sans conséquence.
La porte de la chambre s'est ouverte et Michael est sorti, traînant 2 grandes valises. Chloé suivait avec un sac à dos et plusieurs sacs. Aucun d'eux n'a voulu me regarder dans les yeux. Ils se sont arrêtés dans le salon, les valises entre eux et nous comme une barrière physique de tout ce qui avait été brisé. On a fini, a dit Michael d'une voix sourde. On a tout emballé. Mon père s'est approché et a vérifié les sacs que Chloé portait. Elle a protesté, mais il l'a complètement ignoré. D'un des sacs, il a sorti ma bouteille de parfum cher, celle qu'une amie m'avait offerte il y a des années et que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Il a également trouvé 2 de mes foulards en soie, un livre que je lisais, et une photographie encadrée de Michael enfant. Ça reste, a dit mon père en posant tout sur la table de la salle à manger. Vous n'emportez rien qui ne soit pas à vous. Chloé a serré les lèvres, mais n'a rien dit. Michael a regardé le sol comme s'il souhaitait qu'il l'avale. Mon père a vérifié l'autre sac et en a également sorti une de mes vestes et un jeu de clés que je cherchais depuis des semaines. Autre chose que vous voulez avouer avant que je ne vérifie les valises, a demandé mon père d'un ton sévère. Non, a marmonné Chloé. Bien. Mon père s'est écarté. Alors vous pouvez y aller. Michael m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges et son visage gonflé de larmes. Il a fait un pas vers moi, mais mon père l'a arrêté d'une main sur la poitrine. Ta mère t'a donné une chance de faire ce qui est juste. Tu l'as gaspillé. Maintenant, pars. Je veux juste dire quelque chose, a plaidé Michael. Mon père m'a regardé, me demandant du regard si je voulais l'entendre. Une partie de moi voulait qu'il soit parti, hors de ma maison et de ma vie. Mais une autre partie, la partie qui était toujours sa mère, avait besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. C'est bon, ai-je dit faiblement. Mon père s'est écarté et Michael s'est approché. Il s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Elles étaient froides et tremblantes. Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais qu'il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai permis. Tu as raison sur toute la ligne. Je t'ai tout donné et je t'ai remercié de la pire des manières. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu es ma maman. Je ne peux pas juste partir comme ça et ne plus jamais te revoir. Tu aurais dû y penser avant, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable même si je tombais en morceaux à l'intérieur. Je sais. Et je me déteste pour ça. Je me déteste d'avoir été si aveugle, si égoïste. Je me déteste de t'avoir blessé. Il s'est essuyé le visage sur sa manche. A-t-il? Y a-t-il un moyen de réparer ça? Un moyen que tu puisses me pardonner? J'ai regardé mon fils unique, le bébé que j'avais tenu dans mes bras, le garçon qui m'avait fait rire avec ses bêtises, le jeune homme qui m'avait rendu fier quand il a fini ses études. Mais j'ai aussi vu l'homme qui avait choisi sa femme plutôt que moi, qui avait permis qu'on me vole, qui avait participé à mon humiliation. Je ne sais pas, Michael, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Pas maintenant. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Tu m'as blessé d'une manière que je ne sais pas si elle guérira un jour. Il a hoché la tête, les larmes tombant sur nos mains jointes. Je comprends. Je comprends et je l'accepte. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je vais trouver un moyen de te montrer que je peux être meilleur, que je peux être le fils que tu mérites. Alors montre-le-moi, ai-je dit. Mais pas ici. Pas maintenant. Va, Michael. Va et réfléchis à ce que tu as fait. Pense à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Il m'a embrassé les mains et s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers les valises. Il en a pris une dans chaque main. Chloé était déjà à la porte, impatiente. Téléphone à la main, appelant probablement un taxi. Où allez-vous aller, a demandé ma mère avec une réelle inquiétude malgré tout. Chez mes parents, a répondu Chloé sans la regarder. Ils nous accueilleront à bras ouverts. Sans nous poser de conditions. Des bras ouverts que vous avez nourris avec la nourriture volée de ma fille, a sèchement rétorqué mon père. Chloé n'a pas répondu. La porte s'est ouverte et un taxi s'est arrêté devant l'immeuble. Michael a chargé les valises dans la voiture. Chloé est sortie la première sans dire au revoir, sans regarder en arrière. Michael s'est arrêté sur le seuil et m'a regardé une dernière fois. Je t'aime, maman, a-t-il dit d'une voix brisée. Je t'aime aussi,
ai-je répondu. Parce que c'était la vérité. L'aimer et être déçu de lui n'étaient pas mutuellement exclusifs. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Il a hoché la tête et est parti. Je l'ai regardé depuis la fenêtre monter dans le taxi, la voiture s'éloignait dans la rue jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin. Et alors, seulement alors, je me suis laissé vraiment pleurer. Je me suis effondré sur le canapé et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour mon fils, qui avait mal choisi, pour les 2 années que j'avais gaspillées à permettre les abus, pour la nourriture volée, pour la trahison, pour tout. Ma mère m'a tenu serré, me laissant pleurer sur son épaule comme si j'étais une enfant. Mon père s'est assis de l'autre côté, posant sa grande main sur mon dos. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence suffisait. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Finalement, les larmes se sont taries et il ne restait plus qu'un épuisement profond qui atteignait mes os. Je suis resté là, entre mes parents, sentant leur chaleur, leur amour inconditionnel. On va rester avec toi quelques jours, a finalement dit ma mère. On ne va pas te laisser seul en ce moment. Vous n'êtes pas obligé, ai-je protesté faiblement. Ce n'est pas une question, ma chérie. C'est un fait. Mon père s'est levé et s'est dirigé vers les sacs qu'ils avaient apportés. Éléanore, où as-tu mis le fromage et le pain? Dans ce sac vert. Mon père a apporté le sac et a commencé à en sortir des choses. Des fromages de leur ville, du pain fraîchement cuit, un pot de confiture maison, un autre de miel, des biscuits enveloppés dans du papier ciré. Ma mère s'est levée et est allée à la cuisine. Je vais te faire un thé, a-t-elle dit. Et on va manger quelque chose. Tu n'as rien mangé de la journée. Je n'ai pas faim, ai-je dit. Irene, peu importe. Tu vas manger quand même. Elle avait cette voix qui ne souffrait aucune discussion. La même qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je ne voulais pas manger mes légumes. Mon père s'est de nouveau assis à côté de moi. Sais-tu quel jour on est demain? J'ai secoué la tête. Les jours étaient devenus un flou. Samedi. Le marché des fermiers est ouvert. Il m'a pris la main. Demain matin, on y va tous les 3. On va acheter tout ce dont tu as besoin pour remplir ce réfrigérateur. Viande, légumes, fruits, tout. Et c'est moi qui paie. Je ne veux pas entendre d'objection. Papa, tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Tu es ma fille et tu viens de vivre quelque chose de terrible. Laisse-moi prendre soin de toi comme je le faisais quand tu étais petite. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour discuter. Ma mère est revenue avec 3 tasses de thé fumant et une assiette de pain et de fromage. Elle m'a fait manger, même si chaque bouchée avait le goût du sable dans ma bouche. Mais c'était bon. Le pain était frais et le fromage avait ce goût maison qu'on ne trouve dans aucun supermarché. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit pour la première fois depuis longtemps sans entendre de bruit dans la maison. Sans les rires tardifs de Michael et Chloé, sans le son de la télévision allumée jusqu'au petit matin. Sans les disputes chuchotées qui filtraient parfois à travers les murs. Juste le silence. Un silence qui aurait dû être paisible, mais qui me faisait me sentir vide. Je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois, je fixais le plafond dans le noir et je me souvenais de ce qui s'était passé. L'image de Michael sortant par la porte avec ses valises se rejouait dans mon esprit encore et encore. Je me demandais où il dormait, s'il regrettait, si Chloé lui remplissait la tête de justification. Je me demandais si j'avais bien fait. À 6 heures du matin, je ne pouvais plus rester au lit. Je me suis levé doucement, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller mes parents, qui dormaient dans la chambre d'amis. Je suis allé à la cuisine pour faire du café. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur vide, la réalité m'a de nouveau frappé. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. J'ai fait du café dans la vieille cafetière qui avait appartenu à ma grand-mère. L'odeur a rempli la cuisine et a ramené des souvenirs de mon enfance, de matin dans la maison de mes parents où tout était simple et sûr. Je prenais la première gorgée quand j'ai entendu des pas derrière moi. Tu es levé tôt, a dit mon père en entrant dans la cuisine, déjà habillé et coiffé comme s'il était 14 heures et non 6 heures du matin. Je n'ai pas beaucoup dormi, ai-je avoué. Il s'est versé une tasse de café et s'est assis en face de moi à la table. Pendant un moment, il n'a rien dit. Il a juste bu son café et m'a regardé avec ses yeux qui avaient toujours été capables de lire en moi. Tu doutes de ce que tu as fait, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas.
Peut-être. C'est mon fils, papa. Mon fils unique. Et tu es sa mère. La mère qui a tout sacrifié pour lui. La mère qui méritait respect et loyauté. Mon père a posé sa tasse. Irene, sais-tu quelle a été ma plus grande erreur en tant que père? Je l'ai regardé, surprise. Mon père ne parlait jamais d'erreur. C'était un homme de certitude, de décision ferme. Je ne t'ai pas préparé à dire non. Je t'ai appris à être généreuse, à aider, à donner. Mais je ne t'ai jamais appris qu'il est aussi acceptable de poser des limites, qu'il est aussi acceptable de se protéger. Il a soupiré profondément. Et regarde où ça t'a mené. Travaillant de nuit à 69 ans pendant que ton fils et sa femme vivaient gratuitement dans ta maison. Te faisant vider ton réfrigérateur pendant que tu dormais. J'ai choisi de les aider, ai-je dit faiblement. Il y a une différence entre aider et permettre les abus. Tu as franchi cette ligne il y a longtemps, et ils en ont profité. Il s'est penché en avant. Ce que tu as fait hier était difficile. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. Michael avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences et tu avais besoin de retrouver ta dignité. Ces mots flottaient dans l'air. Dignité. Quand avais-je perdu ma dignité? Était-ce la première fois que Chloé prenait mon shampoing sans demander? Ou quand Michael ne m'a pas défendu la première fois qu'elle m'a manqué de respect? Ou peut-être bien avant ça, quand j'ai accepté de les laisser vivre dans ma maison sans fixer de règles claires dès le début. Ma mère est entrée dans la cuisine dans sa robe de chambre rose, les cheveux en chignon désordonnés. Bonjour. Vous buvez déjà du café sans moi. On t'en a gardé, ai-je dit avec un petit sourire. Elle s'est versé sa tasse et s'est assise avec nous. Pendant un moment, nous avons tous les trois bu notre café en silence. C'était un silence confortable, familier. Le genre de silence qu'on ne peut avoir qu'avec des gens qui vous connaissent complètement et vous aiment quand même. Prête à aller au marché, a demandé ma mère après avoir fini son café. Je ne sais pas si j'ai l'énergie de sortir. C'est exactement pour ça que tu dois sortir. Tu ne vas pas rester enfermé ici à ruminer ce qui s'est passé. Ma mère s'est levée avec détermination. Va prendre une douche et t'habiller. On va remplir ce réfrigérateur et ensuite on va préparer un délicieux déjeuner comme au bon vieux temps. Je n'avais pas la force de discuter. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec un pantalon confortable et un chemisier vert olive que je n'avais pas porté depuis des années. Quand je suis sorti, mes parents m'attendaient déjà près de la porte. Le marché était à une demi-heure. Pendant le trajet, ma mère m'a raconté des histoires sur leur ville, sur les voisins, sur les petites choses du quotidien qui semblaient soudainement infiniment plus précieuses qu'auparavant. Mon père conduisait en silence, mais de temps en temps, il me regardait dans le rétroviseur et me faisait un petit sourire. Le marché était un endroit coloré et bruyant. Des étals de fruits et légumes frais, des viandes suspendues à des crochets, du poisson sur de la glace, du pain fraîchement cuit. Des vendeurs criaient leurs offres. Des gens marchandaient les prix. Des enfants couraient entre les étals. Il y avait de la vie là-bas. Du mouvement, de l'énergie. Mon père a pris un chariot et ma mère m'a pris le bras. On va acheter tout ce dont tu as besoin. Et non, je n'accepte pas de refus. Nous avons parcouru les allées. Ma mère a choisi des légumes, les touchant pour vérifier leur fraîcheur, sentant les fruits. Mon père s'est arrêté au comptoir de la viande et a commencé à parler aux bouchers comme s'ils étaient de vieux amis. Il a acheté des côtes, des steaks, un poulet entier, du bœuf haché. Plus que ce que je pouvais manger en un mois. Papa, c'est trop, ai-je protesté. Ce n'est pas trop. Tu cuisineras. Tu congèleras. Tu auras ton frigo plein. Comme il se doit. Il a montré des saucisses. Et de celles-là aussi. Je sais que tu les aimes. Nous avons continué nos achats. Différents types de fromage, yaourt, lait, œufs, beurre. À la boulangerie, ma mère a acheté 3 types de pain différents. À l'étal des épices, elle a acheté toutes mes herbes préférées. À l'allée des sucreries, elle a acheté des chocolats et des biscuits. Je ne vais pas pouvoir manger tout ça, ai-je dit en regardant le chariot, qui était déjà plein à craquer. Tu n'es pas obligée de tout manger toute seule, a dit ma mère avec un sourire mystérieux. Tu vas avoir des visiteurs. Des visiteurs? Nous. On va venir plus souvent, une fois par mois au moins, et on t'apportera des choses de la ville à chaque fois. J'ai senti les larmes me piquer à nouveau les yeux.
Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes, non de douleur, mais de gratitude. Vous n'êtes pas obligé. Si, nous le sommes. On a été trop absents. On t'a laissé seul ici en ville, occupé par nos propres affaires en ville, en supposant que tu allais bien parce que Michael était avec toi. Ma mère a serré mon bras. Mais maintenant, on voit qu'on t'a laissé très seul et ça va changer. Nous avons fini les courses et mon père a tout payé. C'était plus de $300 de courses. Quand j'ai essayé de lui donner de l'argent, il m'a lancé ce regard sévère qui signifiait que le sujet n'était pas négociable. Sur le chemin du retour, la voiture était pleine de sacs qui sentaient le pain frais et les herbes. Ma mère fredonnait une vieille chanson. Mon père sifflotait doucement. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose comme de la paix. Nous sommes rentrés et nous avons tous les trois commencé à tout ranger. Le réfrigérateur, qui avait été douloureusement vide, avait maintenant l'air plein de couleurs et de possibilités. Les viandes dans le congélateur, les légumes dans les tiroirs, les fromages et la charcuterie à leur place. Ma mère a tout organisé avec une efficacité militaire pendant que mon père et moi lui passions les articles. Voilà, a dit ma mère en fermant la porte du réfrigérateur avec satisfaction. Comme il se doit. J'ai regardé le frigo plein et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. C'était juste de la nourriture, juste des ingrédients. Mais cela représentait quelque chose de plus. Cela représentait que je n'étais pas seul, que j'avais des gens qui m'aimaient et veillaient sur moi, que je méritais qu'on prenne soin de moi. Maintenant, a dit mon père en se frottant les mains. Qu'est-ce qu'on va faire pour le déjeuner? On pourrait faire ce ragoût que tu m'as appris, maman, ai-je dit. Celui avec les côtes et les légumes. Parfait. Ma mère sortait déjà une grande marmite. Arthur, pèle les pommes de terre. Irene, tu coupes les carottes. On va cuisiner en famille. Et c'est ce que nous avons fait. Tous les trois dans la cuisine, coupant des légumes, faisant dorer de la viande, mélangeant des épices. Mon père a raconté des histoires de sa jeunesse. Ma mère a ri de ses exagérations. Je me suis laissé être présente dans le moment, sans penser à Michael, sans penser à ce que j'avais perdu. L'arôme du ragoût a rempli toute la maison. C'était une odeur familiale, réconfortante. Le genre d'odeur qui vous fait sentir que tout finira par s'arranger. Nous avons mangé à la table de la salle à manger, tous les trois ensemble, comme nous ne l'avions pas fait depuis que j'étais jeune et que je vivais encore avec eux. Le ragoût était délicieux, les légumes tendres, la viande se détachant de l'os. Nous avons parlé de choses simples, le temps, les voisins en ville, les fleurs que ma mère cultivait dans son jardin. Personne n'a mentionné Michael. C'était comme si nous avions fait un pacte silencieux pour donner un peu de repos à mon cœur blessé, même si ce n'était que pour quelques heures. Après le déjeuner, mon père s'est endormi sur le canapé avec le journal sur la poitrine. Ma mère et moi avons fait la vaisselle ensemble, dans ce rythme synchronisé qui ne vient qu'après des années à faire les choses ensemble. Elle lavait, j'essuyais, comme quand j'étais une fille. Tu sais ce qui fait le plus mal, ai-je dit soudainement, brisant le silence. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait. C'est de réaliser que je l'ai perdu il y a longtemps, et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Ma mère a arrêté de regarder et m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Michael a changé quand il a rencontré Chloé. Au début, je pensais que c'était normal, qu'il était amoureux, qu'il donnait la priorité à sa femme. Mais ce n'était pas seulement ça. J'ai posé le torchon sur le comptoir. Il a arrêté de me rendre visite quand il vivait encore seul. Il a arrêté de m'appeler pour me dire comment il allait. Il a arrêté de me demander comment j'allais. Et quand ils sont finalement venus vivre ici, j'ai cru que je le retrouverais. Mais c'était pire. Il était physiquement présent, mais émotionnellement absent. Certains hommes se perdent dans leur relation, a dit doucement ma mère. Surtout avec des femmes manipulatrices qui savent comment les isoler de leur famille. Tu penses que Chloé l'a manipulé? Je pense qu'elle a vu un homme qui aimait beaucoup sa mère et a vu une menace. Alors, petit à petit, elle a créé de la distance, lui faisant croire que tu étais exigeante, que tu en demandais trop, qu'elle était la victime. Ma mère a repris la vaisselle. J'ai déjà vu ça. Des femmes qui ne supportent pas que leur mari ait des liens forts avec d'autres personnes, même pas leur propre mère. J'ai pensé à toutes les fois où Chloé avait levé les yeux au ciel quand je parlais. Comment elle interrompait quand Michael et moi avions une conversation. Comment elle avait toujours un commentaire sarcastique sur mes affaires, ma maison,
ma façon de faire les choses. Ça avait été là depuis le début, ce poison lent détruisant la relation avec mon fils. Tu penses qu'il le réalisera un jour, ai-je demandé. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais ça ne dépend pas de toi, Irene. Tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, il doit décider quel genre d'homme il veut être. Nous avons fini la vaisselle. Ma mère a fait plus de thé. Et nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Dehors, il commençait à faire nuit. Ça avait été une journée longue et épuisante sur le plan émotionnel, mais aussi curative d'une certaine manière. Je peux te demander quelque chose, ai-je dit après un moment. N'importe quoi, ma chérie. As-tu déjà regretté quelque chose que tu as fait avec papa ou avec moi quand j'étais une fille? Ma mère a réfléchi un moment. Je regrette de ne pas avoir été plus ferme parfois. Ton père était très strict avec toi quand tu étais adolescente. J'ai essayé d'être la médiatrice, celle qui aplanissait les choses, mais parfois je pense que j'aurais dû lui dire qu'il allait trop loin, qu'il était trop dur. Papa voulait juste me protéger. Je sais, mais l'amour peut aussi étouffer si on n'y prend pas garde. Tout comme la générosité peut se transformer en permissivité. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as tellement aimé Michael que tu lui as tout donné. Et ce faisant, tu lui as appris qu'il n'avait rien à mériter, que tout lui viendrait simplement. Ces mots m'ont fait mal parce qu'ils étaient vrais. Il avait été si facile de tout donner à Michael. Après que son père nous ait quittés, j'avais voulu compenser cette absence en étant les deux parents, en étant tout pour lui. Et en cours de route, je l'avais gâté sans m'en rendre compte. Comment puis-je réparer ça maintenant? Ai-je demandé. Tu ne le peux pas. C'est son travail. Tu ne peux travailler que sur toi-même, sur l'apprentissage de la pose de limites, sur l'estime de soi. Ma mère m'a pris la main. Et sur le pardon de ne pas être parfaite. Aucune mère ne l'est. Cette nuit-là, mes parents et moi avons regardé un vieux film à la télé, une comédie romantique, une de celles que j'avais vues 1000 fois mais qui était toujours réconfortante. Mon père s'est endormi à mi-parcours, ronflant doucement. Ma mère et moi nous sommes blottis sous la même couverture et avons fini le film ensemble. Quand nous sommes tous allés nous coucher, j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois de la journée. J'avais 5 appels manqués de Michael et plusieurs messages textes. Je les ai lus, le cœur battant. Maman, s'il te plaît, réponds. Je dois te parler. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Tu vas bien? Je m'inquiète que tu ne répondes pas, je t'aime. S'il te plaît, ne me déteste pas, j'ai regardé les messages pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre. Je voulais lui dire que j'allais bien, que je ne le détestais pas. Mais une autre partie savait que répondre maintenant enverrait le mauvais message, que j'étais toujours prête à céder, à pardonner sans aucun changement réel. J'ai éteint le téléphone sans répondre. Les jours suivants se sont déroulés dans une routine tranquille. Mes parents sont restés toute la semaine. Mon père a réparé de petites choses dans la maison qui étaient cassées depuis des mois. Un robinet qui goutte, une porte qui grince, une fenêtre qui ne se fermait pas correctement. Ma mère a cuisiné, nettoyé et rempli la maison des odeurs et des sons qui en faisaient un vrai foyer. J'ai pris une semaine de congé. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale, et elle, que Dieu la bénisse, n'a pas posé de questions. J'avais besoin de ce temps. Du temps pour traiter, pour guérir, pour me souvenir de qui j'étais au-delà d'être la mère de Michael. Un après-midi, alors que mes parents étaient à l'épicerie, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est emballé. C'était Michael. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Fernando, mon voisin d'à côté. C'était un homme d'environ 70 ans, veuf depuis 3 ans. Il avait toujours été gentil, poli, mais nous n'avions jamais eu beaucoup d'interactions au-delà des bonjours dans le couloir. J'ai ouvert la porte. Bonjour, Fernando. Bonjour, Irene. Désolé de vous déranger. Il tenait un récipient en verre. J'ai fait de la soupe de légumes et j'en ai fait beaucoup trop. J'ai pensé que vous en voudriez peut-être. J'ai été surprise par le geste. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci. J'ai remarqué que vos parents vous rendent visite, a-t-il dit avec un sourire timide. Je les ai vus l'autre jour alors qu'ils sortaient. Vous leur ressemblez beaucoup. Oui, ils sont venus passer quelques jours avec moi. Il y a eu un silence gêné.
Fernando semblait vouloir dire autre chose, mais était hésitant. Finalement, il a parlé. J'ai aussi vu. Eh bien, j'ai vu Michael et sa femme partir avec des valises l'autre jour. J'espère que tout va bien. Alors les voisins avaient vu. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Dans cet immeuble, tout le monde remarquait tout. Nous avons eu quelques désaccords, ai-je simplement dit. Ils ont décidé d'aller vivre ailleurs. Fernando a hoché la tête avec compréhension. Il n'a pas posé d'autres questions, ce que j'ai apprécié. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. N'hésitez pas à frapper. Merci, Fernando. C'est très gentil de votre part. Il est parti et je suis resté là avec le récipient de soupe dans les mains. C'était un petit geste simple, mais il m'a profondément touché. De la chaleur humaine sans condition, sans attente. Ce soir-là, j'ai réchauffé la soupe pour le dîner. Elle était délicieuse, pleine de légumes frais et d'herbes. Mon père a demandé qui l'avait faite. Et quand je le lui ai dit, il a échangé un regard avec ma mère. Quoi, ai-je demandé? Rien, a dit ma mère avec un sourire. Juste que ce Fernando semble être un homme très attentionné. Maman, s'il te plaît. C'était juste un geste de voisinage. Bien sûr, juste ça. Mais son sourire disait qu'elle pensait le contraire. Dimanche matin, mes parents ont fait leurs valises pour rentrer dans leur ville. Je ne voulais pas qu'ils partent. La maison s'était sentie vivante avec eux, pleine de voix et de rires et du son de la vie partagée. Mais je savais qu'ils devaient rentrer. Ils avaient leurs propres affaires, leur propre routine, leur propre maison. On ne part pas pour toujours, m'a rappelé ma mère en pliant ses vêtements. On reviendra le mois prochain, et tu peux venir en ville quand tu veux. La maison est toujours ouverte pour toi. Je sais, c'est juste. Je m'étais habitué à vous avoir ici. Mon père est entré dans la chambre avec sa valise. Irene, je veux que tu me promettes quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Que tu prendras soin de toi. Que tu ne laisseras plus jamais personne te traiter comme tu as été traité. Pas Michael, pas Chloé, personne. Il a posé ses mains sur mes épaules. Tu as 69 ans. Tu as travaillé toute ta vie. Tu mérites la paix. Tu mérites le respect. Et tu mérites d'être heureuse. Je vais essayer, ai-je dit, ma voix tremblante. N'essaie pas, fais-le. Il m'a embrassé sur le front. Et si Michael revient, s'il demande pardon, ne le reprends pas à moins de voir un vrai changement. Pas des mots, des actes. M'as-tu compris? J'ai hoché la tête. Je comprends. Je les ai accompagnés jusqu'à la voiture. Ma mère m'a serré dans ses bras pendant un long moment, me chuchotant à l'oreille. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chérie. Tu l'as toujours été. Je les ai regardés s'éloigner de l'entrée de l'immeuble, la voiture de mon père disparaissant dans la rue jusqu'à ce que je ne la voie plus. Je suis resté là, sentant le soleil du matin sur mon visage, l'air frais remplissant mes poumons. La maison serait vide quand je remonterais. Vraiment vide pour la première fois en 2 ans. Mais c'était un vide différent. Ce n'était pas le vide de la perte. C'était le vide de la possibilité. Je suis monté lentement les escaliers. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, le silence m'a accueilli. Mais ce n'était pas un silence lourd ou triste. C'était un silence propre, comme une page blanche attendant d'être écrite. J'ai parcouru chaque pièce, la voyant avec de nouveaux yeux. Le salon, où j'avais passé tant de nuits seul pendant que Michael et Chloé étaient enfermés dans leur chambre. La cuisine où j'avais cuisiné pour eux sans même un merci la plupart du temps. La chambre qui avait été celle de Michael, maintenant vide, à l'exception du lit et du placard. Elle ne sentait plus leur odeur. Elle sentait le propre, comme un nouveau départ. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre et j'ai sorti mon téléphone. J'avais d'autres messages de Michael. Les derniers dataient de la nuit dernière. Maman, Chloé et moi avons eu une énorme dispute. Elle est partie chez ses parents. Je suis seul dans un hôtel. J'ai réalisé beaucoup de choses. Tu avais raison sur toute la ligne. Pouvons-nous s'il te plaît parler, s'il te plaît? J'ai regardé les messages pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre immédiatement. Je voulais courir là où il était, le serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais la voix de mon père a résonné dans ma tête. Pas des mots, des actes.
Au lieu de répondre à Michael, j'ai ouvert un nouveau message et j'ai écrit à mon patron. Le poste de superviseur de jour que vous avez mentionné il y a quelques mois est-il toujours disponible? J'aimerais postuler. J'ai envoyé le message avant de pouvoir changer d'avis. J'avais refusé ce poste quand il m'avait été offert parce qu'il payait un peu moins que le service de nuit et à l'époque, j'avais besoin de chaque centime supplémentaire pour soutenir 3 personnes. Mais maintenant, il n'y avait que moi. Je pouvais me permettre de gagner un peu moins en échange de ne pas détruire mon corps avec des heures qui n'étaient pas faites pour quelqu'un de mon âge. Mon patron a répondu en quelques minutes. Bien sûr. On peut se voir demain pour discuter des détails. J'ai souri. C'était un petit pas, mais c'était un pas en avant. Les jours suivants, j'ai établi une nouvelle routine. Je me réveillais tôt, je faisais mon café et je prenais mon petit déjeuner lentement en lisant le journal. Puis j'allais me promener dans le parc près de la maison, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années parce que j'étais toujours trop fatigué. J'allais au marché et j'achetais seulement ce dont j'avais besoin, sans penser aux bouches supplémentaires à nourrir. Je cuisinais pour moi des repas que j'aimais, sans me soucier des goûts de qui que ce soit d'autre. Fernando a commencé à me saluer quand il me voyait dans le couloir. Parfois, il apportait de petites choses, un magazine qu'il pensait que j'aimerais, des fleurs de son petit jardin de balcon. Une fois, un dessert qu'il avait acheté et qui était trop pour lui seul. C'était de simples gestes sans pression, sans attente. Et je les appréciais plus que je ne pouvais l'exprimer. Un après-midi, 3 semaines après le départ de Michael, je préparais le dîner quand j'ai entendu frapper. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est arrêté. C'était Michael, mais il avait l'air différent. Plus mince, avec de profonds cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Il tenait un bouquet de fleurs dans une main et rien d'autre. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Michael. Maman. Sa voix s'est immédiatement brisée. S'il te plaît, puis-je entrer juste quelques minutes? J'ai hésité, mais quelque chose dans son expression, dans la façon dont ses épaules étaient affaissées, m'a fait m'écarter. Il est entré lentement, comme s'il avait peur que je change d'avis. Il s'est juste tenu au milieu du salon, regardant autour de lui. La maison a l'air différente. Elle est plus propre sans tout le désordre, ai-je dit. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une pointe dans ma voix. Il a tressailli à mes mots. Je le mérite. Je le mérite et bien plus encore. Il a tendu les fleurs. Je sais que les fleurs ne réparent rien, mais je voulais t'apporter quelque chose. J'ai pris les fleurs sans un mot et je suis allé les mettre dans un vase avec de l'eau. Quand je suis revenu dans le salon, Michael était toujours debout au même endroit, les mains dans les poches, la tête baissée. « Où est Chloé ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. Chez ses parents, je suppose. On s'est séparés pour de bon il y a une semaine. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu avais raison sur elle, surtout. » Il s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main. Après notre départ, j'ai commencé à voir des choses que j'avais ignorées. La façon dont elle parlait de toi quand tu n'étais pas là. Comment elle se moquait de tes affaires. Comment elle planifiait ce qu'on pourrait prendre d'autre de ta maison. Et moi. J'ai juste suivi, maman. J'ai juste joué le jeu parce que c'était plus facile que de l'affronter. Michael. Non, laisse-moi finir. S'il te plaît. Il a pris une profonde inspiration. J'ai été un lâche. Un fils horrible. Je t'ai utilisé. Je l'ai laissé t'utiliser. Et le pire, c'est que j'ai tout justifié dans ma tête. Je me suis dit que tu avais plus de ressources, que tu pouvais le supporter, que ce n'était pas si grave. Mais c'était grave. C'était terrible. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Quand on est arrivé chez les parents de Chloé avec toute cette nourriture, ils n'ont pas compris d'où venaient tant de choses. Elle leur a menti. Elle leur a dit que tu nous l'avais donné en cadeau. Et moi. Je ne l'ai pas corrigé. Je les ai laissés croire que tu étais juste généreuse alors qu'en fait, tu avais été volée. Je me suis assise sur le canapé, sentant que mes jambes n'allaient plus me tenir. Michael s'est assis par terre devant moi, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Après la dispute avec papy, après être parti d'ici, quelque chose en moi s'est juste brisé. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus manger. Je n'arrêtais pas de penser à ton visage quand tu as vu le réfrigérateur vide, à quel point tu as dû te sentir trahi.
Il s'est couvert le visage avec les mains. J'ai commencé à suivre une thérapie. J'avais besoin de comprendre comment j'étais devenu cette personne. Comment j'avais donné la priorité à quelqu'un qui me rendait pire plutôt qu'à quelqu'un qui m'avait toujours tout donné. Tu suis une thérapie? Ai-je demandé, surprise. 2 fois par semaine. Et je vis seul dans un minuscule appartement que je peux à peine me permettre, travaillant des heures supplémentaires pour couvrir toutes mes dépenses. Il m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Je ne suis pas venu te demander de l'argent. Je ne suis pas venu te demander de me laisser revenir. Je suis juste venu te dire que je suis désolé. Je suis plus désolé que les mots ne peuvent l'exprimer. Nous nous sommes assis en silence. Dehors, le soleil commençait à se coucher, remplissant la pièce d'une douce lumière dorée. Je ne sais pas si je peux encore te pardonner, ai-je finalement dit, ma voix douce. Je sais. Et je ne te le demande pas. Je veux juste que tu saches que je travaille à être meilleur, à être le fils que tu méritais depuis le début. Les actes parlent plus que les mots, Michael. Je sais. C'est pourquoi je ne vais rien te demander. Je ne vais pas te mettre la pression. Juste. Puis-je t'appeler de temps en temps? Puis-je te dire comment je vais? Tu n'es pas obligé de répondre. Laisse-moi juste essayer de reconstruire ça. Même si ce n'est qu'un peu à la fois. J'ai regardé mon fils. J'ai vu l'homme brisé qui avait laissé le pire de lui-même gagner. Mais j'ai aussi vu le garçon qu'il avait été, le jeune homme qui avait eu des rêves, la personne qu'il pouvait encore être s'il choisissait vraiment de changer. Tu peux appeler, ai-je dit. Mais Michael, si tu me déçois à nouveau. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Il s'est levé pour partir. À la porte, il s'est arrêté et m'a regardé une dernière fois. Je t'aime, maman. Et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je mérite ton amour en retour. Quand il est parti, je me suis assise sur le canapé, regardant les fleurs qu'il avait apportées. C'étaient des marguerites blanches, mes préférées. Le fait qu'il s'en souvienne signifiait quelque chose. Je ne lui avais pas pardonné, pas complètement. Mais cela signifiait que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu frapper à nouveau. C'était Fernando, avec un sourire timide. J'en ai encore fait trop. Ragoût de bœuf. Voulez-vous partager? Je pourrais l'apporter, ou si vous préférez, vous pouvez venir chez moi. J'ai un petit balcon où on peut manger et regarder le coucher du soleil. J'ai regardé cet homme gentil, ce voisin qui ne me connaissait pas vraiment, mais qui avait montré plus de considération en quelques semaines que d'autres ne l'avaient fait en des années. J'adorerais, ai-je dit. Donnez-moi 5 minutes pour me changer. Nous avons mangé sur son balcon, parlant de choses à la fois simples et profondes, de perte et de nouveaux départs, de solitude et de camaraderie, de la façon dont la vie peut vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Le coucher du soleil a peint le ciel d'orange et de rose, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Le bonheur n'est pas dans les grands mots ou les promesses vides. Il est dans les gens qui restent à vos côtés en silence, dans les mains qui prennent soin de vous sans rien demander en retour, dans le respect qui n'a pas besoin d'être exigé parce qu'il est donné naturellement. J'ai appris que poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour-propre. Et que parfois, perdre quelqu'un est le seul moyen de se retrouver. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai souri. J'avais 69 ans et je recommençais à zéro. Et cette fois, j'allais le faire à ma façon.